Les propriétaires prennent le contrôle de la société. Pour beaucoup de personnes qui travaillent, il est devenu impossible d'acheter une maison et le coût de la location est devenu prohibitif. Ce problème est particulièrement grave aux États-Unis, mais il ne concerne pas seulement les États-Unis. C'est un problème dans de nombreux pays à travers le monde, en particulier dans les pays occidentaux, en Amérique du Nord et en Europe, dont les économies se sont financiarisées. Aux États-Unis, par exemple, le plus grand propriétaire n'est pas un individu. Il s'agit d'une immense société d'investissement de Wall Street, Blackstone, le fonds de capital investissement. En 2023, Blackstone possédait plus de 300 000 logements locatifs. Ce nombre n'a fait qu'augmenter depuis, et Blackstone ainsi que d'autres fonds d'investissement de Wall Street n'ont cessé d'engloutir des logements résidentiels, puis ils augmentent le prix des loyers, ce qui a alimenté le phénomène des sans-abri, car de nombreuses personnes sont expulsées de chez elles. Et d'ailleurs, le PDG milliardaire de Blackstone, Stephen Schwarzman, qui est le PDG le mieux payé de Wall Street, a été l'un des principaux financeurs de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024. Et maintenant que Trump est redevenu président des États-Unis, cela donne à ce milliardaire, Stephen Schwarzman, et à Blackstone, beaucoup d'influence sur l'élaboration des politiques de Trump. Et bien sûr, Trump a massivement réduit les impôts des riches, des milliardaires comme Stephen Schwarzman, qui a contribué à financer sa campagne, et le gouvernement américain met en œuvre de nombreuses autres politiques qui profitent à ces propriétaires institutionnels de Wall Street qui rachètent des maisons partout dans le pays. Business Insider a rapporté en 2022 que les investisseurs institutionnels américains ont acheté 25% des maisons revendues au troisième trimestre 2022. Retourner une maison signifie qu'un investisseur achète une maison, généralement ancienne et délabrée, puis investit peut-être quelques milliers de dollars pour la rénover et ensuite la revend en réalisant d'énormes profits de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de dollars. Et ce ne sont pas des petits propriétaires qui font cela. De plus en plus, ce sont des investisseurs institutionnels, beaucoup venant de Wall Street. Business Insider a rapporté que les investisseurs représentaient 44% des achats de maisons retournées au troisième trimestre de 2022. Et ce problème ne fait qu'empirer. CNBC a rapporté que des sociétés financières de Wall Street ont acheté des centaines de milliers de maisons unifamiliales depuis la grande récession que Wall Street a provoquée en 2008 et 2009, ce qui a également conduit des millions d'Américains à perdre leur logement au départ. Donc, Wall Street est responsable de bon nombre de ces problèmes. Et CNBC a relevé une statistique incroyable, estimant que les investisseurs institutionnels pourraient contrôler 40% des maisons unifamiliales en location aux États-Unis d'ici 2030. Ce sont les nouveaux seigneurs féodaux. Ce sont des propriétaires fonciers d'entreprises qui engloutissent les maisons aux États-Unis. Et le gouvernement américain a joué un rôle en soutenant ces fonds de capital investissement et autres sociétés de Wall Street qui achètent toutes ces maisons, ces propriétaires de Wall Street. CNBC a noté que l'industrie de la location de maisons unifamiliales a vu le jour avec le soutien du gouvernement américain à la suite de la crise financière de 2008 qui, une fois de plus, avait été causée par Wall Street. Et ce rapport cite le député californien Ro Khanna qui a déclaré, je cite, « Ce qui est scandaleux, c'est que vos impôts aident Wall Street à racheter des maisons unifamiliales. » Fin de citation. Le New York Times a publié un article expliquant comment les sociétés financières de Wall Street rachètent pratiquement toutes les maisons résidentielles de quartiers entiers aux États-Unis. Et le New York Times a donné l'exemple d'un petit quartier de Charlotte, en Caroline du Nord, appelé Bradfield Farms, qui compte 34 maisons, dont 33 ont été achetées par des investisseurs. Toutes, sauf une, appartiennent désormais à des investisseurs qui louent ces maisons. Et bien sûr, ils ont considérablement augmenté le coût des loyers. Et comme l'a formulé le New York Times, je cite, « Un nouvel arrivant a plus de chances de louer une maison à un propriétaire institutionnel. » Fin de citation. Et le journal a ajouté, je cite, « Wall Street s'attaque désormais aux maisons d'entrée de gamme. » Fin de citation. Le New York Times s'est penché sur plusieurs villes où les investisseurs s'emparent massivement de logements résidentiels, notamment Atlanta, Memphis, Orlando, Tampa, Las Vegas, Houston, San Antonio,
Et ce rapport a souligné que les investisseurs ciblent en grande partie les quartiers de classe moyenne et ouvrière, en particulier ceux à forte population noire et latino. On constate donc de plus en plus que les Américains de la classe ouvrière, en particulier les Noirs et les Latinos issus de cette classe, ne peuvent plus devenir propriétaires, car toutes les maisons sont rachetées par ces propriétaires, ces investisseurs, y compris les grands groupes de Wall Street, et ils doivent payer des loyers de plus en plus élevés à cette classe de propriétaires. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre de sans-abri explose aux États-Unis. Rien qu'en 2024, le nombre officiel de personnes sans-abri reconnues a augmenté de 18% en un an. Et il s'agit très probablement d'une estimation prudente, car de nombreuses personnes sans abri ne vont pas dans les refuges et ne sont pas enregistrées dans le système. Cependant, je dois souligner que ce n'est pas un problème propre aux États-Unis. Cela se produit dans des pays du monde entier, en particulier dans les économies occidentales financiarisées, et un bon exemple de cela est l'Espagne. Le New York Times a publié un autre rapport très intéressant qui examine comment, à Madrid, des sociétés d'investissement américaines de Wall Street ont également racheté des logements de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. J'ai déjà évoqué le fait que le fonds de capital investissement Blackstone est le plus grand propriétaire immobilier des États-Unis, avec plus de 300 000 logements locatifs à son actif. Eh bien, Blackstone est également devenu le deuxième plus grand propriétaire de toutes les maisons dans l'ensemble du pays espagnol. Et Blackstone est le plus grand propriétaire privé de biens immobiliers résidentiels à Madrid, la capitale espagnole. Blackstone possède 13 000 logements rien qu'à Madrid et près de 20 000 logements locatifs dans toute l'Espagne. Et le New York Times a rapporté qu'en Espagne, environ 185 000 biens locatifs appartiennent désormais à de grandes entreprises. La moitié de ces sociétés financières sont basées aux États-Unis, principalement à Wall Street. Et, sans grande surprise, alors que ces propriétaires d'entreprises engloutissent des logements, les loyers ont augmenté de 57% depuis 2015 en une décennie et les prix de l'immobilier ont augmenté de 47% en Espagne. Donc, ce que nous voyons, c'est que les propriétaires prennent le contrôle de la société, en particulier en Occident. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer le célèbre économiste Michael Hudson, auteur de nombreux livres, dont Tuer l'hôte, comment les parasites financiers et l'asservissement par la dette détruisent l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous parlons de la façon dont le capitalisme a évolué du capitalisme industriel vers le capitalisme financier, en particulier à l'ère néolibérale depuis l'ascension des fondamentalistes du libre marché comme Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni dans les années 1980. Ils parlent de soi-disant marché libre, mais comme le souligne Michael Hudson, lorsqu'ils disent marché libre, ils entendent la liberté pour les propriétaires fonciers d'entreprises et Wall Street de racheter tous les actifs existants, pour les monopoleurs de monopoliser des industries entières et d'extraire des rentes de monopole. Et Michael Hudson explique comment ils détruisent l'économie des États-Unis et de l'Occident en général, et comment les gens peuvent résister à ces propriétaires fonciers d'entreprises. Michael, c'est toujours un réel plaisir de t'avoir avec nous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors Michael, ceci est la deuxième partie de notre discussion. Dans la première partie, nous avons abordé l'idée du colonialisme financier centré sur les États-Unis que tu as évoqué dans ton article. Et tu as parlé des moyens par lesquels les pays peuvent créer des alternatives dans un monde plus multipolaire et comment, en particulier, ils peuvent remettre en cause la dette dans laquelle ils sont piégés et comment, au final, il est impossible de rembourser cette dette en grande partie libellée en dollars, donc ils ne devraient pas la payer. À la place, ils devraient chercher des alternatives. Donc ici, dans la deuxième partie, nous allons parler de la façon dont les propriétaires fonciers prennent le contrôle de la société et rendent le coût de la vie prohibitif pour les travailleurs. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons comprendre la notion de rente économique et en quoi elle diffère de la valeur et du profit. Et quel est l'argument principal que tu avances concernant la manière dont la majorité mondiale peut se libérer du colonialisme financier dominé par les États-Unis? Eh bien, j'ai écrit cet article parce qu'il y a une tendance
pour la majorité mondiale et surtout pour le Sud global, à ne faire que la moitié du chemin et à ne pas affronter le fait que depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle, toute la dynamique des nations industrielles, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, a été révolutionnaire. Ils se sont débarrassés de leurs vestiges du féodalisme. Ils se sont débarrassés de la classe des rentiers. Ils ont défini un marché libre comme un marché libéré de la rente économique, de la rente foncière, de la rente de monopole, et ils voulaient réformer la finance et ils ont accompli beaucoup de ces choses. Mais dans leurs investissements étrangers, dès le début du 19e siècle, ils voulaient que les autres pays ne protègent pas leur industrie, mais qu'ils approvisionnent les nations industrielles en matières premières et essentiellement qu'ils laissent les pays enregistrant des excédents commerciaux, c'est-à-dire les nations industrielles, utiliser ces excédents pour obtenir l'argent nécessaire afin de prêter aux producteurs de matières premières, d'investir dans leurs terres, leurs ressources naturelles et leurs infrastructures publiques. Et ainsi, ce qui a été créé, c'est une économie en miroir. Le monde était donc divisé en deux types d'économies. D'une part, une économie capitaliste, industrielle, réformiste, dans les nations industrielles, et d'autre part, des économies rentières, en grande partie détenues par des étrangers, puisque les rentiers étaient étrangers dans tout le reste du monde, qui ne se protégeaient pas, n'avaient pas de gouvernement assez fort pour soutenir leur propre industrie à cause de la domination étrangère. Et ces pays n'ont jamais réussi à dépasser le résidu du colonialisme étranger et de l'impérialisme financier, comme on peut l'appeler, et ce à quoi ils sont confrontés ressemble beaucoup au type de problèmes auxquels la Grande-Bretagne et l'Europe ont été confrontés. Comment les capitalistes industriels peuvent-ils minimiser leurs coûts de production en se débarrassant de toutes les surfacturations des rentiers? En faisant en sorte essentiellement que le gouvernement prenne en charge de nombreux coûts de l'économie, en libérant l'économie des monopoles, en imposant les revenus de manière progressive, en particulier les revenus tirés des matières premières et des terres. C'est tout le contraire pour les pays du Sud global. Les matières premières leur appartiennent à des étrangers. Les étrangers ont en fait pu utiliser l'effet de levier de la dette pour dire « Eh bien, nous allons utiliser le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les États-Unis pour vous prêter de l'argent afin que vous puissiez financer vos déficits commerciaux qui résultent de votre absence d'industrialisation, mais ce prêt sera accordé à des conditions qui nous permettront de racheter votre industrie, de privatiser votre domaine public, de privatiser vos monopoles naturels et de facturer des rentes de monopole au lieu de fournir des services publics, la santé, l'éducation, les communications, les transports à des tarifs subventionnés pour aider à créer une économie industrielle compétitive. À moins que la majorité mondiale, et en particulier les pays du Sud global, ne restructurent leur économie de la même manière radicale que l'Europe a restructuré la sienne, ils ne pourront pas échapper à la spécialisation actuelle du travail et de l'investissement mondiaux, ni à la dépendance économique. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ce qu'il faut en termes de politique intérieure pour que les pays soient souverains et réellement indépendants, au lieu d'avoir à consacrer toutes leurs recettes fiscales et à réorganiser leur économie uniquement pour rembourser leurs dettes en dollars étrangers et permettre aux investisseurs étrangers d'envoyer toutes les rentes foncières, les rentes des ressources naturelles et les rentes de monopole hors de leur pays vers les nations créancières industrielles. Merci, Michael. C'était un excellent résumé de votre argument principal. Parlons davantage de cette idée de la classe rentière. Et vous soulignez que les économistes politiques classiques, des gens comme Adam Smith et David Ricardo, qui sont si souvent cités par, vous savez, les économistes néolibéraux, traditionnels aujourd'hui, ne lisent en réalité pas vraiment les travaux de ces économistes politiques. Et si l'on retourne lire les économistes politiques classiques,
on voit qu'ils étaient extrêmement critiques envers la classe des propriétaires fonciers. Et ils considéraient ces propriétaires fonciers comme des vestiges de l'aristocratie féodale qui utilisaient leur contrôle sur les monopoles naturels et la terre afin de percevoir des rentes de monopole. Ils ne produisaient rien. Ils n'apportaient rien de productif à l'économie, contrairement par exemple aux capitalistes industriels qui, certes, exploitaient la main-d'œuvre. Et c'est d'ailleurs un point que Marx a bien sûr souligné plus tard, la valeur ajoutée extraite des travailleurs. Cependant, il existe cette idée selon laquelle Marx était complètement différent des économistes politiques classiques comme Adam Smith. Mais en réalité, Marx avait bien plus en commun avec Smith et Ricardo qu'avec les économistes néolibéraux actuels, vous savez, les économistes néoclassiques marginalistes, qui ne soutiennent pas la théorie de la valeur travail, alors que Smith, Ricardo et Marx étaient tous d'accord sur la théorie de la valeur travail, à savoir que la valeur provient en fin de compte des travailleurs qui produisent quelque chose. Ainsi, la classe des rentiers ne produit rien. Et c'est pourquoi les économistes politiques classiques considéraient les capitalistes industriels comme révolutionnaires par rapport aux propriétaires fonciers. Même Marx lui-même. Allez lire le manifeste du Parti communiste. La première page fait l'éloge du capitalisme en tant que force révolutionnaire contre le féodalisme. Et votre argument est qu'avec la financiarisation croissante du capitalisme, le capitalisme s'est éloigné de cet élément progressiste qui était peut-être vrai à ses tout débuts et est devenu de plus en plus monopolisé avec de moins en moins de concurrence, de moins en moins de productivité réelle, de moins en moins d'innovation et de plus en plus d'exploitation et d'extraction de rentes de monopole. Pouvez-vous développer davantage cette idée? Eh bien, ce que Marx a décrit comme étant l'action du capitalisme industriel en regardant en arrière sur les 100 années qui ont précédé l'écriture de son ouvrage, c'est que le capitaliste cherche à éliminer tous les coûts de production inutiles, les coûts qui ne sont pas vraiment naturels, qui ne sont pas de vrais coûts, mais qui sont des coûts juridiques. Le droit légal pour les propriétaires fonciers de percevoir un loyer au lieu que ce loyer soit collecté par l'État comme base fiscale naturelle, ce que préconisaient Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill et surtout Marx et les socialistes. Toute l'idée de la théorie de la valeur et des prix était de ramener les prix à la véritable valeur, c'est-à-dire au coût réel de production. Et le fait de l'appeler la théorie de la valeur travail signifiait que, finalement, le véritable coût de production, c'est le travail. La terre est produite gratuitement par la nature. Il n'y a pas de coût de production pour la terre, mais les propriétaires fonciers la font payer. Les monopoles sont créés par les lois. Ils ne sont pas naturels. Ce sont souvent des privilèges de monopole qui ont été créés à l'époque médiévale par les gouvernements avec l'aide de leurs banquiers pour trouver un moyen d'extraire des rentes de monopole de l'économie afin de lever des fonds pour payer les intérêts des dettes de guerre que les royaumes européens avaient contractées. Et la banque n'a pas non plus besoin d'être privatisée et gérée au profit des créanciers. En fait, Adam Smith, à part Ricardo, qui était un banquier, presque tous les économistes du milieu du XVIIIe siècle ont écrit sur le fait que les banques ne prêtaient pas à l'industrie et au développement. Elles n'ont pas fourni à James Watt l'argent pour construire ces machines à vapeur. Il a dû contracter une hypothèque et la Banque européenne, surtout anglaise et américaine, ne prêtait pas à des fins industrielles. C'était de l'usure bancaire. Les prêts étaient principalement accordés pour des activités de recherche de rente, pour acquérir des biens générant des rentes comme la terre ou des monopoles comme les chemins de fer étrangers. Et lorsque les économistes modernes parlent du marché libre, ils ne parlent pas de ce dont Adam Smith, John Stuart Mill et les autres parlaient. Ils entendaient par là un marché libre de toute rente économique, libre de la classe des propriétaires fonciers. Des pays comme l'Allemagne, à la fin du 19e siècle, ont transformé le secteur bancaire et au lieu de laisser les banques prêter de l'argent à des fins non productives aux nécessiteux pour ce que Marx appelait essentiellement l'usure bancaire, l'Allemagne a pris l'initiative de serrer
d'industrialiser le secteur bancaire et de faire en sorte que la création monétaire et le crédit bancaire soient taxés sur le financement de l'investissement en capital dans l'industrie, ce qui a permis à l'Allemagne de s'élever si rapidement pour devenir une puissance industrielle. Eh bien, l'un des problèmes avec les pays du Sud global et la majorité mondiale, c'est qu'ils ont envoyé leurs étudiants les plus prometteurs aux États-Unis pour y être formés en économie. Et le programme d'économie qui est enseigné aujourd'hui ne parle pas du tout de cela. Il présente le marché libre ou les réformes du marché libre comme une libération des économies de la rente économique. Il y a eu une contre-révolution aux États-Unis et en Europe contre les réformes du capitalisme industriel. Les rentiers ont riposté et à la fin du 19e siècle, il y avait John Bates Clark aux États-Unis, les Autrichiens en Europe et les libéraux britanniques qui disaient tous, eh bien, il n'existe pas vraiment de rente économique, il n'y a pas de différence entre le prix et la valeur, et tout ce qu'un bien ou un service est vendu, eh bien, c'est en fait ce que les consommateurs décident de payer. Tout dépend de la demande des consommateurs pour chaque chose. Chacun gagne ce qu'il mérite. Il n'y a pas de rente économique. Et c'est ce qu'on enseigne aux étudiants ici. Donc ensuite, ils retournent dans leur pays et le seul groupe qui parle encore d'Adam Smith, de John Stuart Mill, de Ricardo et de toute l'école économique classique, ce sont les marxistes, parce que toute cette logique de la valeur, du prix et de la rente a en quelque sorte culminé chez Marx. Il distinguait le capitalisme industriel de ce qui existait auparavant, essentiellement de l'époque féodale, et des rentiers. Il disait qu'Adam Smith avait raison, que John Stuart Mill avait raison. La rente, c'est ce que John Stuart Mill disait, les propriétaires terriens la gagnent en dormant. Ils la gagnent sans travailler. Ils ne jouent aucun rôle productif.